On va terminer de manière logique avec le dernier thème. Quels sont les financements possibles? Effectivement, avec les dernières personnes du panel, donc Céline Brugère de la DAC, Jocelyne Massina du Conseil régional et Loïc Gontier qui revient parmi nous, ainsi que Dominique Ogoli-Saussin au Conseil départemental. Elle n'est pas là. D'accord. C'est toi qui remplace, effectivement. Pardon. Ok. D'accord. L'AFDAS revient avec nous, en fait. D'accord. Mais pourquoi pas? Donc Sandra Gann. Alors le dernier thème, je pense que ça va vous intéresser grandement quand même, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Quels sont donc les financements possibles à travers plusieurs niveaux? On va commencer par la DAC. Céline Brugère, tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais que tu rentres un peu plus en précision. Je rappelle que tu es chef de service conseil spectacle vivant au niveau de la direction des affaires culturelles Guadeloupe. Alors, quelles sont les aides, du coup, en termes de spectacle vivant, pour les artistes musicaux? Alors, oui, vous m'entendez. Avant peut-être de... Voilà, avant d'être vraiment très, très, très précis sur le sujet d'une déclinaison de dispositifs, pour faire le lien avec ce qui a été dit juste avant, je pense que c'est vraiment très important de prendre le temps de bien redire que l'approche dispositif, bien sûr, elle est importante, mais nous, à notre niveau, l'instruction des dossiers, pour revenir aussi à la première question que vous posiez ce matin, elle va d'abord passer, bon, on regarde l'artistique avec le prisme que j'évoquais ce matin, qui est voilà, propre à celui du ministère de la Culture, sur la question d'une attention particulière à la création contemporaine, à la prise de risque artistique, à l'exploration au sein des diverses esthétiques, etc. Mais c'est aussi du côté du budget, du plan de financement, le fait qu'on ait vraiment effectivement quelque chose qui soit cohérent dans le montage de ce plan de financement, et du fait peut-être du contexte spécifique du territoire, on a un peu parfois, comme ça a été dit tout à l'heure, moi je suis très interpellée en direct par les artistes qui souvent n'ont pas ou presque pas d'environnement structuré pour accompagner leurs projets. Et on a un peu parfois l'impression qu'il y a un réflexe du financement public. Voilà. Et voilà ce qu'on comprend très bien, hein, qu'effectivement il y a besoin d'aide parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais il faut quand même bien le dire, c'est qu'il y a quand même une grande souffrance des artistes sur le territoire, qui pour beaucoup se sentent très très en souffrance, très esselés, donc on peut comprendre qu'une fois qu'il y a un interlocuteur bien identifié au niveau, par exemple, je prends mon cas personnel de la DAC Guadeloupe, qui est une sollicitation en direct, et puis effectivement, comme vous le dites très justement, le fait, pouvoir public, aidez-nous à monter nos projets parce que voilà. Sinon, mais nous, dans l'instruction, en fait, bien évidemment, le plan de financement, il doit être monté avec cohérence. Et parfois, on accueille des dossiers par des structures qui sont encore jeunes, qui prévoient quasi exclusivement de pouvoir dérouler ce projet-là par le biais de subventions publiques. D'accord. En fait, ça ne peut pas fonctionner comme ça, parce qu'on n'est pas producteur de spectacle, en fait, ni coproducteur, même j'ai envie de dire. Nous, on amène des cofinancements, mais il y a dans la méthodologie pour monter un budget, parfois, je suis assez étonnée je dois travailler avec les porteurs de projets qui a priori comme ça, ne voient pas le problème que ça peut poser de déposer un dossier auprès de la DAC Guadeloupe avec un financement à 75 ou 80% du ministère de la Culture. Ceci étant dit, au niveau des financements qui sont proposés, ou alors proposés, c'est pas vraiment le terme, mais des dispositifs existants au niveau du ministère de la Culture, ils sont de plusieurs ordres. Donc là, on est sur une rencontre qui est vraiment à destination des artistes en tant que tels,
Mais pour vous donner une idée de la volumétrie par rapport aux lignes budgétaires dont le directeur me confie le pilotage, pour lesquelles je lui propose de décider des subventions, la volumétrie est bien évidemment beaucoup plus importante à l'endroit des lieux, des structures, que des aides en direct auprès des artistes, puisque le but, c'est encore une fois de pouvoir accompagner au niveau d'un territoire tout un écosystème, et donc on a besoin de concentrer nos forces et nos financements, notamment pour ce qui concerne le ministère de la Culture, sur des lieux labellisés, dont on sait que voilà, en mettant des moyens significatifs à cet endroit-là, ça va démultiplier l'action auprès des artistes. Donc le lien direct se fait par l'intermédiaire des lieux, et notamment des labels, puisque nous, on a une politique de labellisation sur les territoires qui est l'endroit où on concentre des crédits, parce qu'on sait qu'à cet endroit-là, il y a un cahier des charges qui est en place, et que chaque direction de lieu va proposer un projet spécifique pour décliner ce cahier des charges qui aura dans ses missions de l'accompagnement d'artistes. Il faut chercher les synergies, quoi, finalement. Pardon ? Il faut chercher les synergies existantes. Voilà, nous, c'est beaucoup plus, on va avoir une action beaucoup plus efficace à l'échelle d'un territoire en mettant de la volumétrie de crédit sur des lieux qui vont avoir pour mission d'accompagner des artistes, que si on est en direct auprès de chaque équipe artistique, bien sûr. Donc, il y a bien sûr, et ça, c'est important que vous, artistes, vous le sachiez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une action principale, majoritaire auprès de vous, artistes, parce que l'action, elle doit aller aussi de façon massive vers des lieux dont la mission est de s'occuper de vous. Oui. Voilà. Donc, c'est des lieux. En Guadeloupe, un lieu labellisé, il y en a un seul, c'est l'archipel Scène nationale de Guadeloupe. On a aussi, du coup, nous, des moyens qui sont affectés à des lieux non labellisés. Évidemment, l'histoire n'est pas de dire simplement s'il n'y a pas plus de labels, on ne fait rien d'autre. Donc, il y a aussi évidemment des crédits sur des lieux non labellisés, ainsi que sur des festivals, puisqu'on a bien identifié depuis longtemps, et avant que notre ministre actuel ne se repenche sur le sujet des festivals du fait de la crise Covid, en Guadeloupe, on avait déjà bien identifié le fait que, du fait de l'absence de plusieurs labels, de plusieurs lieux dédiés à certaines disciplines, dont la musique, on avait besoin de pouvoir aider des festivals, parce que c'était aussi à cet endroit-là que des contrats de cession, que des engagements auprès des artistes étaient pris. Encore une fois, avec une attention particulière à des esthétiques. Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, mais c'était important de repréciser ça. Il y a quelques dispositifs qui existent, qui peuvent être à destination des équipes artistiques. Le dispositif phare des directions des affaires culturelles, c'est celui ce qu'on appelle des aides déconcentrées pour le spectacle vivant. Donc c'est un nom très barbare, j'en suis désolée, mais c'est celui-là, qui est une aide donc à destination des structures de production qui viennent accompagner le déploiement d'un projet artistique, qui se décline en 3 sous-dispositifs. Un qui s'appelle l'aide au projet. Alors je vais être très schématique, pardon, mais c'est parce que sinon on va être très technique et ça va être, voilà. Donc l'aide au projet, c'est vraiment sur un projet de spectacle très précis, avec une temporalité assez courte, voilà. Et après, il y a des conventionnements pluriannuels. Donc là, on est sur des aides sur, comme son nom l'indique, plusieurs années auprès d'équipes artistiques avec, voilà, c'est 2, 3 ou 4 ans. 4 ans, c'est vraiment réservé à des équipes qui tournent énormément, qui ont vraiment un gros... Structuré au plus haut point, là. Voilà, donc on est plutôt sur des aides à 2 ou 3 ans. On n'en a pas en ce moment, on n'a pas d'équipe musicale aidée sur 2 ou 3 ans en Guadeloupe, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'équipe qui soit encore suffisamment structurée ou suffisamment développée pour qu'on ait étudié la question. Donc ce dispositif-là, voilà, l'aide au projet, comme je vous le disais, à ma prise de poste, il y avait très peu de demandes sur le secteur musical, et là, ça commence à augmenter, notamment du fait qu'il y a effectivement des équipes ou des structures qui se penchent sur le sujet de l'accompagnement des artistes
et qu'on a moins le cas d'avoir à aider en direct, parce qu'on essaie de le faire, hein, mais c'est pas évident, d'aider en direct un artiste à monter sa structure et tout ça pour qu'à un moment donné, en bout de course, on accueille un dossier. Ouais. Voilà. Ces dossiers-là, donc c'est annuel. En général, les dossiers de demande de subvention, il faut qu'on ait eu un échange préalable avant de déposer un dossier de but en blanc, justement pour venir un peu désamorcer ou affiner le projet, le dossier, et pas juste qu'il soit déposé le jour de la date limite et il est comme ça et il faut le prendre comme ça. Et bon, voilà. Donc, ce dossier est le fruit vraiment d'un travail de longue haleine avec les équipes artistiques, de plusieurs mois en général, où on échange. Et puis, à un moment donné, ça se matérialise avec le dépôt d'un dossier, en général en fin d'année N, pour un projet qui se décline à partir de l'année N+1. Bon, il y a des cas, il y a des exceptions, tout ça, mais je ne rentre pas, parce que sinon, ça va être trop compliqué. Mais voilà un peu comment ça se passe. Et il y a ce qu'on appelle une commission consultative qui réunit un certain nombre de personnalités qualifiées à la fois de Guadeloupe et de Martinique, qui se réunit chaque année, en général autour du mois de février. Donc les dossiers ont été déposés en décembre et ils sont étudiés par la commission aux alentours du mois de février. Et c'est une commission, pour le coup, pluridisciplinaire, donc musique, danse, théâtre. Et voilà, donc il y a des experts, on les appelle les experts, qui discutent des projets qui ont été déposés et qui nous donnent un avis consultatif à partir duquel nous, on décide ou pas d'accompagner un projet. Donc ça, c'est le dispositif le plus connu, qui, comme je le disais tout à l'heure, est en général sur certains territoires un dispositif un peu le Graal, quoi, décrocher une aide au projet en DRAC, voilà, dans des territoires où il y a énormément d'équipes artistiques déjà assez solides. C'est assez compliqué d'émarger. Voilà. On est dans un contexte, nous, très différent. Donc, on a aussi une instruction adaptée. Voilà, je le dis. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à prendre contact. Voilà. L'autre dispositif un peu phare, c'est celui des aides aux résidences artistiques. Alors les résidences artistiques, moi le sens dans lequel j'ai beaucoup travaillé avec les équipes, c'est que dans certains cas, j'accueillais des dossiers de demande de subvention sur le premier dispositif, celui dont je viens de parler, mais qui n'était pas encore prêt du tout. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on en parlait. En général, on arrivait à se comprendre et à dire, bon, on va même pas le présenter en commission cette année parce que moi, j'ai pas du tout envie que les artistes arrivent en commission et vivent une mauvaise expérience à ce moment-là, puisqu'ils sont, entre guillemets, écoutés, entendus au moment de la commission. Donc, j'ai pas du tout envie que ce soit une expérience douloureuse. Donc, dans certains cas, on décide qu'il faut accorder plus de temps à ce projet-là. Donc, il faut attendre et que, par contre, ce qu'on propose, c'est dès lors, comme le disait Laurette tout à l'heure, qu'on sait qu'il y a un professionnel ou un programmateur qui est intéressé par ce projet-là, on va travailler sur une résidence de recherche, une résidence un peu test, où l'artiste va avoir quelques jours pour mettre à l'épreuve, entre guillemets, son idée, ce qui au départ a donné lieu à un dossier, mais qui n'était vraiment pas mûr encore, mais qui était vraiment juste à l'idée de germe, de filon qui est vraiment à creuser. Donc on va travailler sur une résidence dans un premier temps, accueillie par un programmateur, parfois même de l'Hexagone ou d'ailleurs, peu importe. Et à partir de là, ça donne le temps, et dans certains cas, le dossier est pour le coup redéposé l'année suivante pour passer en commission. Et beaucoup d'artistes disent qu'effectivement, ça leur a permis vraiment de prendre conscience du fait que ce qui pensait être leur intention artistique au départ n'était vraiment qu'une première idée et que ça a ouvert. Ils étaient juste en train de mettre la main sur la poignée de la porte. Et qu'avec la résidence, ils ont ouvert la porte. Ils ont dit, il y a tout ça derrière, d'accord. Voilà. Donc, le dispositif d'aide à la résidence, c'est des dossiers qui peuvent se déposer. Il n'y a pas d'appel à projet. Voilà. Donc, en général, c'est pareil. Pour la bonne gestion veut qu'on essaye de déposer un dossier l'année d'avant pour l'année d'après, parce qu'une résidence, ça s'anticipe. On ne dépose pas un dossier pour 2 mois avant, pour dans 2 mois. C'est compliqué de travailler comme ça. Nous, idéalement, encore une fois, on souhaite accompagner les lieux, parce que être en résidence, ça veut dire qu'on est accueilli.
qu'une structure nous met à disposition. Là, ça fait un peu prestation, mais voilà, qu'on est accueilli quelque part, voilà, par un professionnel qui va venir entourer ce travail. Voilà. Donc, on préfère aider les résidences en versant la subvention au lieu, et que ce soit le lieu qui paye les artistes aussi, parce que dans un certain nombre de cas, comme je l'ai dit, l'artiste, il n'a pas encore sa structure pour payer les artistes, donc il a besoin que le contrat de travail soit fait par quelqu'un d'autre. Dans un certain nombre de cas, c'est compliqué, donc on est ouvert à l'idée de pouvoir aider des équipes au titre de résidence en versant la subvention à l'équipe artistique dès lors qu'elle est déjà suffisamment solide, parce que parfois ce sont les lieux qui ne sont pas structurés vraiment pour accueillir la résidence. Donc voilà, avoir la bonne interaction au bon moment pour que ça se fasse dans les règles de l'art, j'ai envie de dire, c'est pas toujours évident. Donc on est ouvert à ça. Sur les résidences, il y a une circulaire du ministère de la Culture en date de mai 2016 qui détaille les différents types de résidences qui existent, parce qu'il y en a plusieurs types. Il y a la résidence de recherche, la résidence et de création, la résidence tremplin, la résidence que mentionnait Marie-Claude tout à l'heure, artiste en territoire, où là on est déjà sur une grosse volumétrie, et artiste associé qui est encore autre chose. Donc voilà, si le sujet des résidences intéresse, il y a la circulaire de mai 2016 qui est à disposition partout. Okay. Et enfin, il y a aussi sur la musique, il est important de le noter, un dispositif qui s'appelle l'aide à l'écriture musicale originale, qui est plus une aide à destination des compositeurs, mais avec voilà, assez, très ouvert. On n'est pas sur l'aide à la composition, mais à l'écriture. Voilà. Donc là, c'est pareil, il y a des textes qui peuvent être trouvés sur Internet. C'est un dispositif qui avant était national, donc il y avait une commission nationale. Donc dans certains cas, encore une fois, c'était un petit peu difficile de réussir ça a été déconcentré en région. Donc voilà, cette année, on a reçu 2 dossiers, là où par le passé, on n'en avait jamais. Donc voilà, il y a ça qui existe. Il y en a quelques autres, mais ça, c'est vraiment les principaux qui étaient importants de vous mentionner. Et celui qui concerne la mobilité, on l'abordera à un autre moment, je crois, dans le programme. C'est prévu à un autre moment. En tout cas, ce sont des fabuleux dossiers qui nécessitent d'avoir une vision à long terme. Je remarque, puisque c'est beaucoup du N+1, donc, et ça rejoint ce qui se disait un petit peu avant, se poser, faire un dossier, et de voir plus au-delà du simple coût, de voir sa carrière au global. Donc ça s'inscrit vraiment dans cette dynamique, et merci de l'avoir reprécisé de manière concrète. Jocelyne Massina, du coup, chef de service spectacle vivant, c'est bien ça? Au conseil régional, guitariste aussi. Ça, c'est ma deuxième casquette. Deuxième casquette, mais comme ça donne une vision un peu particulière des choses au final, j'ai l'impression, je pense. D'accord. Ben, les mêmes questions du coup en termes d'aide, en termes de démarche, comment ça fonctionne au niveau du conseil régional? Est-ce que tu peux nous présenter un peu tout ça? Alors, dans le même élan les micros, attention. Vas-y. Dans le même élan que Céline, donc on a une compétence vraiment partagée, on a une transversalité, la DAC, le conseil départemental, également avec le Pôle emploi ici, la direction de la formation professionnelle du conseil régional, et le PRAF. Le pardon Le PRAF que je vais développer. Ah, vas-y, pardon. Alors, quels sont les dispositifs d'aide du conseil régional? L'ensemble du spectacle vivant repose en effet sur un large panel, le théâtre, la danse, la musique, le spectacle vivant dans toute sa splendeur, le carnaval et autres. Okay. Le rappel du dispositif, moi je vais rester vraiment dans ce cadre qui concerne mon service. Donc il y a la formation des métiers du spectacle, donc le PRAF. Il s'agit donc d'octroyer des subventions à des établissements de droit privé, partenaires des actions du PRAF, je vais développer après. Il y a la formation de la filière culturelle, école de musique et de danse. Okay. Ces 2 dispositifs sont accompagnés donc par le PRAF. Le PRAF, c'est le pôle régional des arts du spectacle et de l'audiovisuel de Guadeloupe, dont le chargé de mission au conseil régional est M. Dominique Bernard, que vous connaissez certainement. En effet, dans le cadre de sa politique de structuration et de développement, l'enseignement artistique, la région Guadeloupe contribue en coopération avec les différents acteurs artistiques et culturels.
Les missions du PRAS se déclinent en 3 axes principaux. Il s'agit donc de l'accompagnement des artistes enseignants qui donnent accès au diplôme d'enseignement musical par la voie de la VAE, par exemple. Il y a la création d'un cycle de formation d'orientation professionnelle en musique, en danse et en théâtre. Le 3e point, la promotion et l'animation d'un réseau de l'enseignement artistique. Les responsables d'établissements donc adhèrent, sont invités à des réunions régulières afin de pouvoir échanger sur des thématiques propres. Donc là, c'est vraiment Donc, spécifique aux au niveau intervenants, du en fait, là, aux intervenants. fait. Ok. D'autres dispositifs qui relèvent donc de mon service, un spectacle vivant, et à l'enseignement artistique. C'est une somme qui est dédiée aux structures d'enseignement artistique et au développement des pratiques amateurs. Il y a l'aide à la production et à la création artistique. C'est une enveloppe qui est consacrée à aider les artistes à créer et à produire des œuvres et spectacles faisant rayonner donc l'identité guadeloupéenne. Nous, C'est bien ça. il y a un dispositif de manifestation culturelle d'intérêt régional. C'est une enveloppe qui permet de maintenir des manifestations qui contribuent à l'animation du territoire et qui ont un rayonnement régional. Il s'agit par exemple de manifestations telles que des festivals, le festival de Croquin, le festival Zouk Ok. et autres. Il y a l'aide au groupe carnavalesque qu'on accompagne également parce que c'est un gros dossier qu'accompagne la région, mais également la DAC. Il y a le soutien aux structures de diffusion culturelle. Il s'agit donc de soutenir des initiatives collaboratrices et structurantes en matière de diffusion artistique, d'ingénierie culturelle. Il y a également l'aide de sensibilisation à toute forme de culture. Une aide importante qui est très sollicitée, c'est l'aide au déplacement des artistes. Ah oui. Il s'agit là de valoriser la création artistique guadeloupéenne en favorisant l'itinérance des productions dans le sens caribéen et à travers le monde. Mais par exemple, ça veut dire que ça aide à organiser une tournée. Donc, un artiste est invité à l'extérieur. Oui. Donc, la région accompagne l'artiste avec la pièce maîtresse et l'invitation. Ok, oui, il faut être invité déjà. Il faut être invité déjà. Il y a également l'aide à la maquette. C'est un dispositif régional qui permet de soutenir la création de maquettes audio numériques. L'aide varie de 10 à 40% selon la nature du poste. Donc, on accompagne au niveau de la rémunération des artistes, l'enregistreur, le mixage, le mastering. Donc, c'est une aide également qui est vraiment sollicitée au sein de la collectivité régionale. J'imagine. Et on a énormément de dossiers. Donc, voilà les dispositifs essentiels de la collectivité dans mon cadre spectacle vivant. C'est beaucoup. Hein. On est d'accord. C'est beaucoup. Et pas on mal. a énormément de dossiers, de subventions. Énormément. Alors maintenant, la demande de subvention. Comment la faire? Intéressant. Si vous avez des dossiers bien ficelés, il faut que ça soit bien ficelé. Donc, vous pouvez vous rapprocher donc, de mon service ou alors sur le site de la région pour avoir le FERFA de demande de subvention qui doit être complété pour formaliser votre demande. Dans un premier temps, toutes les demandes, il faut le savoir également, parce que les personnes qui font des demandes de subvention trouvent qu'il y a beaucoup de lenteur. Donc, De lenteur par rapport aux réponses. Au niveau de la réception, Ah, ok. au niveau de la réponse, au niveau de l'instruction. Il y a beaucoup d'étapes. Et c'est important de le dire également parce qu'on a beaucoup d'appels pour dire qu'on a fait une demande de subvention et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Alors, la première étape, c'est qu'il faut qu'un dépôt donc, dans la collectivité, il faut que ce dossier soit obligatoirement enregistré au service du courrier pour un enregistrement officiel. En plus, ensuite, la demande elle est transmise à la direction de la culture au service du spectacle vivant. Instruction. L'instruction terminée, ces dossiers sont transmis, passent au niveau des 2 commissions. On va parler de commissions consultatives. Donc, il y a la commission culture et audiovisuelle, première étape. La deuxième étape, la commission permanente de l'Assemblée, c'est elle qui octroie. En tout cas, il faut vraiment que, comme tu l'as dit, que ce soit bien ficelé pour passer toutes ces étapes de manière sereine. Quoi, parce que tout à fait.
Et j'imagine qu'il y a nombreux. Vous Il y a recevez énormément, beaucoup donc, de... le FERFA, il y a énormément de pièces à fournir. Ok. Donc, il faut que le dossier ait une complétude, Ouais. pour une instruction parfaite, qu'on n'ait pas à solliciter à nouveau le porteur de projet parce qu'il manque telle ou telle pièce. Mhm. Donc, c'est un dossier qui doit être bien ficelé. Des Et nous, à la région, à la direction de la culture, chez moi, ben, on est là pour vous accompagner. Ça nécessite un accompagnement aussi. Enfin, là, je parle à cariculture et autres. Non, mais c'est vrai, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup la liste est longue. Les possibilités sont multipliées. J'aime beaucoup. Mais il faut le prendre en compte et il faut le digérer. Donc, et ça, c'est tout l'enjeu, j'ai l'impression. Et du coup, j'en profite. Du coup, il y a, je sais pas, on peut vous appeler directement pour avoir des conseils. Oui, tout J'imagine à que vous êtes fait, à la sollicité, direction non? de la culture. Ok. Vous faites le 80 40 40, c'est le poste pour avoir le service de spectacle vivant. D'accord. Ou voilà, donc vous demandez le service et on vous renseignera. Le 80 complètement. 40 40. Voilà. Donc si j'appelle et je demande Jocelyne Massina, c'est bon? Donc vous demanderez le service, Ok. on va y répondre. Ok. Ou moi-même, moi je peux d'ores et déjà vous Ah. donner mon portable professionnel parce que je suis là pour vous. C'est le 06 90 33 09 68. C'est intéressant. Donc vous m'appelez directement et vous aurez de bons conseils. Non, mais vraiment, merci. Merci Jocelyne. Voilà. Autre Donc, on chose est à à votre rajouter? disposition. Non. Au niveau du process, non, ça va. Bon, eh ben merci Rien beaucoup. ajouter. Merci énormément. S'il y a des questions, ben, je suis également pour y répondre. Hein. On a le numéro, on a tout. Là, on a tout là. C'est complet. Et vous serez présente au Spin Meeting aussi, c'est ça? D'après j'ai entendu là dans l'oreille, mais Plutôt demain après-midi. plutôt demain après-midi Avec pour Samia le autour workshop. du. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup. Non, mais tu as le numéro. Qu'est-ce que tu veux plus? Non, vas-y, je te charrie. Vas-y. Non, c'est au fil de l'eau chez nous. Hein, donc, Ok. Bon, cool question. Enchaînons directement. Ben, on t'a vu tout à l'heure, Sandra, au niveau de l'AFDAS. La même question, voilà, quels sont les financements possibles? Tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure en termes de formation. J'imagine que tu vas être plus axé formation en termes de financement, c'est ça, pour les projets? Ça. Au niveau de la formation professionnelle, donc, lorsque vous êtes décidé à vous lancer dans un parcours de formation, vous avez identifié ce parcours et l'organisme de formation, donc vous sollicitez l'AFDAS en faisant une demande en ligne sur le site de l'AFDAS. Et donc, du coup, qui est relativement simple à compléter, et en y joignant le devis, le programme de la formation, votre CV et une lettre de motivation qui explique le besoin de cette formation par rapport à votre carrière. Il est important que le dossier complet nous soit transmis un mois avant. Et donc, du coup, ça va être géré par les équipes de gestion de l'AFDAS. Lorsque le dossier est traité, vous avez une notification par mail. Et donc, ça va être une prise en charge du coût pédagogique qui va être totale ou partielle. Si elle est partielle, n'hésitez pas à solliciter Pôle emploi. D'où l'importance de quand même faire la demande de plus d'un mois à l'avance. Encore. Autre possibilité, il y a aussi une possibilité d'accompagnement à la mobilité. Il faut savoir que dès lors qu'il y a plus de 50 km entre votre domiciliation fiscale et le lieu de formation, l'AFDAS est en mesure de participer au financement de vos frais. Ok. Concrètement, là, c'est une formation sur l'Hexagone. On va pouvoir participer au financement d'un billet d'avion, vous octroyer un forfait pour l'hébergement et le repas durant toute la durée de la formation. Si vous êtes sur Basse-Terre, la formation est sur Pointe-à-Pitre, là aussi vous avez 50 km, vous serez en mesure de solliciter un remboursement des frais kilométriques.
tout ceci doit être demandé au moment où vous déposez la demande. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux coûts pédagogiques où on verse les frais directement aux prestataires de formation, en ce qui concerne les frais à la mobilité, ils sont remboursés après réalisation directement à l'intermittent. Ok. Autre point, c'est que l'AFDAS finance des formations de tout type de durée. J'avais précisé précédemment qu'il faut que la formation ait un lien avec les métiers de l'intermittence, mais ça peut être des formations de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, des formations universitaires. Et du coup, peut se poser la question, quelle rémunération durant cette phase de formation? Est-ce que ces heures de formation sont assimilées à du temps de travail? Donc, pour toutes ces questions... J'ai vécu, hein, allez-y, parce que moi j'ai vécu une expérience par rapport à ça. Mais, et toutes ces questions, c'est Pôle emploi. Ok. D'où l'importance en fait d'anticiper et surtout lorsque vous avez une validation de l'AFDAS qui soit totale ou partielle, de le notifier sur votre espace Pôle emploi. Voilà, ou d'échanger avec votre conseiller Pôle emploi, Mylène Minuti, qui malheureusement n'est pas présente avec nous. Voilà, qui du coup vous accompagnera sur toutes ces démarches. Il faut savoir que toutes ces questions sont centralisées au niveau national par Pôle emploi Nanterre, mais il y a déjà un premier niveau d'accompagnement qui est apporté par le conseiller, par la conseillère Pôle emploi spectacle vivant. Ok. Ben, merci pour toutes ces informations. J'en profite puisque vous êtes déjà merci l'AFDAS parce que j'ai eu l'occasion et l'opportunité de profiter de formations à travers le dispositif, c'était cool. Alors moi j'en profite, hein, on est entre nous. Un petit point qui était un peu pas obscur mais où j'ai pas tout compris en tout cas, où quand je me suis inscrit pour cette formation, le studio des variétés qui est à Paris qui m'a accueilli, Oui. m'a conseillé. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais je le dis quand même, de ne pas spécifier que je suivais une formation en tant qu'intermittent du spectacle pour ne pas arrêter mes droits. Alors, je sais que ça se dit très souvent, désolé, hein, je le dis devant la caméra. En fait, ça dépend. Alors, c'est vraiment pas un domaine qui relève de l'AFDAS, donc je ne pourrais pas être très précis. Mais ça dépend vraiment de la situation de l'intermittent à l'instant T. D'accord. Je vous ai bien dit que, par exemple, au niveau de l'AFDAS, on peut vous accompagner alors que vous n'êtes pas forcément considéré comme intermittent du spectacle auprès de Pôle emploi. D'accord. D'où l'importance quand même d'échanger à minima avec votre conseiller qui saura vous confirmer ce qui est le mieux au regard de votre situation. Ben, j'appellerai Pôle emploi dès demain. Très bien. Merci beaucoup. On va terminer par Loïc Gontier, du coup, Musisécure. Yes. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Énormément, là, on observe qu'il y a pas mal de possibilités à travers plusieurs niveaux d'être aidé, selon aussi son niveau de maturation, on va dire, au niveau artistique. Je sais que tu englobes énormément de choses aussi. Tout à fait. Tout, yes. Pour dire. Tout, non, quand même pas presque, tout. Mais il y a des choses qui sont importantes à comprendre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un mot qui est revenu très souvent dans les demandes de financement, cohérence. Cohérence, pourquoi? Parce que justement, les dossiers de financement, on en reçoit, entre guillemets, à l'appel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on analyse un dossier de financement, je vais prendre un exemple bateau. Si on a l'artiste 1 qui nous dit qu'il a enregistré son projet d'EP 5 titres pour 3 000 €, et l'artiste 2 nous dit qu'il a enregistré son premier 5 titres pour un budget de 10 000 €, bon, à niveau de visibilité équivalente déjà, on va se poser des questions. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Avant tout, vous êtes face à des professionnels qui ont l'habitude d'avoir des devis devant eux. Donc, des fois, on voit des devis, ça nous fait sourire. On se dit, mais franchement, ça semble un peu poussé. Et ça, c'est important parce que ça fait partie de votre vision. C'est-à-dire que lorsque vous faites un projet et que vous avez pour vocation de solliciter des subventions,
il faut tout budgétiser, mais tout bien budgétiser. Il y a le nécessaire du pas nécessaire, il y a l'important du non important, et c'est ce qui fait que, justement, vous pouvez passer à côté d'une subvention. Sur des simples détails comme ça. Nous, justement, chez Musicure, on a créé le FADEM, le Fonds d'aide Musicure. C'est un fonds privé où on accompagne justement les artistes membres Musicure avec un fonds à hauteur de 25 000 € par an, divisé sur 3 commissions. Et des fois, vous passez à côté du FADEM sur des simples détails comme ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vos devis sont gonflés pour obtenir un maximum de subventions. Ça, c'est un point très important. Ensuite, comme on vous l'a annoncé auparavant, souvent, il faut prendre en compte que les fonds de subvention doivent financer 50% maximum de votre budget global. Ce qui signifie justement que les 50% des fonds restants doivent être avancés par le producteur ou par d'autres fonds. Mais en tout cas, il faut avoir conscience et connaissance de ceci. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, ben voilà, mon EP va me coûter 10 000 €, je vais aller chercher 3 000 € à la région, 5 000 par-ci, 5 000 par-là, etc., etc. Et au final, je vais retomber sur mon point zéro et tout va bien se passer. Partant de là, généralement, votre dossier ne passera pas. Ça, c'est vraiment très, très important à repréciser. Ensuite, au-delà du FADEM qu'on a chez Musicure, je vais parler d'une subvention, comme on dit, classique, c'est l'aide à l'autoproduction SACEM. Pourquoi? Parce que c'est généralement ce qui accompagne les artistes sur la création de leur première EP, parce que oui, les conditions sont justement d'avoir au moins un EP 5 titres, disponible maintenant soit en digital, soit en physique, donc c'est important. Il n'y a plus que le physique qui compte, c'est un argument supplémentaire, le physique, mais c'est plus une obligation aujourd'hui sur l'aide autoproduction SACEM. Et dans le terme aide autoproduction SACEM, il faut bien comprendre que c'est ouvert justement aux artistes autoproduits. Il ne faut pas avoir de complexe et de se dire, ben non, moi je commence, je débute, c'est mon premier EP 5 titres, je suis autoproduit, ça ne va jamais passer. Si votre projet est cohérent, si votre projet est bien porté, s'il est bien réfléchi, s'il est mûr et s'il est mature, vous avez toutes vos chances. Pour rappel, l'aide à l'autoproduction SACEM, c'est quand même un budget de 6 000 €. Donc ça peut vous dégager du budget dans votre processus. Okay, donc c'est important tout ça de prendre en compte. Je vais prendre des exemples concrets. Via le FADEM, on a pu accompagner un artiste que vous connaissez peut-être, guadeloupéen, qui s'appelle Kenzie. Il nous avait fait justement une soumission pour le projet du single qu'il a sorti qui s'appelle Il ou Elle, qui est sorti il y a quelques mois. Et on avait adhéré sur ce projet. Tout était très très bien monté, très très bien ficelé. Et on a décidé de l'accompagner sur ce projet. On a également, chez Musicure, fait une demande d'aide autoproduction SACEM pour une artiste aussi guadeloupéenne qu'on appelle Mirella Toussaint, qui habite sur la Basse-Terre, où elle a obtenu ce fameux 6 000 €. Et justement, pourquoi j'insiste sur ça? Il ne faut pas avoir de complexe en se disant, aujourd'hui, je chante en créole, j'habite en Guadeloupe, la SACEM c'est en métropole, ça ne va jamais passer. Absolument pas. Il faut bien comprendre que les territoires des dom-tom aujourd'hui sont considérés comme la France métropolitaine. Le créole est considéré comme du français et entre souvent dans les quotas FR. Et ça, vous avez trop souvent tendance à l'oublier. Pourquoi? Parce que les fameux quotas FR, c'est ce qui vous permet d'être diffusé, par exemple, dans des radios nationales avec de la langue créole. Et c'est important, ça fait partie de la métropole. Donc voilà, je sais que le temps est réduit, mais c'est vraiment important de repréciser tout ça. C'est de vous dire, c'est pas parce que vous êtes en Guadeloupe, c'est pas parce que vous êtes dans les dom-tom tout communément, que vous n'avez aucune chance avec les organismes qui s'y situent en métropole. Au contraire, au bout d'un moment, ils sont là pour la culture, tout simplement. La culture avec un grand C. Donc vous chantez en créole ou pas, en français, si votre projet est bien monté, bien amené et qu'il a une belle vision, généralement, vous mettez toutes les chances de votre côté. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Voilà. Ben merci, merci beaucoup. Ça donne de l'espoir en tout cas. Et des questions du coup? Pardon? Des questions, non? Tu veux des questions, c'est ça hein? Je t'en prie. D'accord. Bon, ben j'ai une petite question du coup. Bah oui, puisqu'il me permet. Donc j'y vais. Du coup, pour rentrer en contact directement avec Musicure, comment ça fonctionne? Parce que alors là, tu as parlé du fait que vous-même, vous avez un fonds de subvention. Exactement. Mais aussi vous accompagnez pour l'aide au financement, pour accompagner les groupes et les structures. Exactement. Comment on s'inscrit? Est-ce que c'est par... comment on appelle ça? Des points que vous prenez, pas des points, mais un pourcentage sur les subventions. Comment ça marche en fait? Alors, Musicure aujourd'hui a un tarif. Okay, on travaille sur plusieurs axes. Soit on a un tarif mensuel, c'est la formule la plus chère qu'on a aujourd'hui, qui est de 97 € par mois.
ou soit en plus abordable, justement, on a 684 € pour un an que vous pouvez payer en 1 fois, 2 fois ou 3 fois. L'intérêt, c'est que justement, on est à contre-courant des autres sociétés qui, elles, souvent, vont manger environ 30% de vos droits. Alors vous allez me dire, 30% de mes droits, tant que je récupère 0 €, tout va bien. Effectivement. Par contre, lorsque vous commencez à avoir des belles sommes conséquentes, la personne qui est en face, quand elle récupère 30%, généralement, vous vous en rappelez. Donc, nous, on est parti de l'autre sens. Pourquoi? Parce que nous, on est là avant tout pour les producteurs et artistes indépendants. On a conscience que vos droits sont vos droits et qu'on ne devrait pas y toucher. Voilà. On parle des droits SSM et des droits voisins compris. Tous les droits, on ne touche aucun de vos droits. D'accord. C'est important. Ok. Ben, merci. De rien. Bien voilà, nous arrivons au terme de cette première journée des rencontres professionnelles de la musique. On peut applaudir les dernières personnes du panel qui étaient là. Voilà. Et ainsi que les autres. Je vous rappelle, pour avoir un engagement un peu plus privilégié avec chacun des intervenants, cet après-midi à 14h30, je vous donne rendez-vous à l'hôtel Canalia Beach, qui est à Gosier aussi, pour avoir l'opportunité, pourquoi pas, de discuter plus amplement et avec plus de profondeur de votre projet. Je vous donne aussi rendez-vous demain, à ce même lieu, à la même heure, c'est-à-dire 8h30, pour la deuxième partie des rencontres, où ça va concerner plus la création musicale de nos territoires, avec divers intervenants encore. Donc j'espère en tout cas que vous avez appris des choses, que vous avez passé un bon moment, tout simplement. Moi, je vous souhaite le meilleur pour vos projets respectifs. Je sais que si vous êtes là, c'est que déjà, vous êtes curieux et intéressé. Donc, vous êtes dans les bons rails. Donc, bon courage à vous tous. Ouais, c'est ça.